Bon, j'ai mis mon Marcel pour faire genre je suis costaud parce qu'aujourd'hui on reçoit un costaud, costaud du CrossFit. Ellie, c'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne. Bienvenue. Pierre, plaisir partagé. Tu vois, putain, j'aurais dû mettre un débardeur, mais je crois que j'en mets plus. Non, Comme mais c'est ça. bon, ça suffit. Restons comme ça. On fera des photos en vrai parce qu'on se rencontrera normalement bientôt et on verra la différence de taille. Mais pour l'instant, par écran interposé, c'est bon, je peux encore faire le fier. Bon, c'est un plaisir de te recevoir. C'est euh, quelque chose que je voulais faire depuis longtemps puisque j'ai eu des gens du CrossFit sur cette chaîne qui parlent de choses très transversales comme la santé, comme le sport, comme la respiration, etc. Et j'ai déjà eu Mathieu Dubroc, que tu dois bien connaître. Excellent. On a... Eh ouais, le grand Matt, avec qui je me suis lié d'amitié. J'ai fait des formations avec JM, avec Jean-Marie Ok. aussi. Voilà, on s'est croisés dans certaines formations, notamment chez StrongFit et l'Institut IP. Et donc, j'ai toujours, voilà, je pratique le CrossFit de mon côté et j'ai toujours à cœur de le démocratiser parce que je pense que c'est quelque chose qui, bon, ça perce, c'est un sport qui est jeune, mais encore beaucoup de gens en France ne savent pas ce que c'est. Et c'est mine de rien en train de révolutionner pas mal de choses. Donc, très très content de te recevoir sur la chaîne. Écoute, vraiment plaisir partagé. En plus, ça va, t'as cité des noms de. C'est pas les seuls hein, à faire des belles choses dans le CrossFit, mais c'est des gens que moi je connais depuis longtemps et que j'apprécie pour plein de différentes raisons. Et puis c'est rigolo parce que tu vois, Matt Dubrock, c'est vraiment, je veux dire, un mec avec une vision très puriste, un peu hardcore, etc., du CrossFit, que moi j'aime beaucoup. Puis c'est marrant parce que JM, il est un peu de l'autre côté du spectre, c'est-à-dire que il aime la méthode. Bon, Mathieu est pas fermé parce que tu parlais de l'Institut IP, etc. Je sais que Matt s'en sert un peu, mais par exemple, JM, c'est quelqu'un qui est toujours à la recherche Mm. de nouvelles expérimentations, de nouvelles choses à tester, etc. Et donc c'est rigolo parce que tu as eu quand même deux extrémités du spectre déjà dans tes émissions, ça veut dire, donc c'est sympa. C'est clair, c'est clair. Ben voilà, peut-être, on va voir où tu te places dans le spectre là, en plein milieu ou voilà. Électron libre. Mais voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas, cher Ellie, est-ce que tu peux te présenter comme on fait classiquement dans ce genre d'interview? Et donc, je m'appelle Élie Margerin, je suis né le 15 janvier 1995 à l'hôpital Saint-Vincent-Paul à Paris 14e. Et à la, et à la suite, et à la suite d'une existence turbulente, je me suis mis à faire du CrossFit en 2011, ok. Complètement en autodidacte, donc en faisant tout ce qu'il ne faut pas faire. Mhm. Euh, à l'époque où, dans mon ancienne vie, puisque avant qu'on fasse ce rendez-vous, on a un peu discuté, donc moi aussi j'ai eu une ancienne vie, j'étais policier. À cette époque-là, je l'ai fait pendant 11 ans ce métier, qui est un très beau métier. C'est pas moi, c'est un voleur qui a mis ça dans ma poche, c'est pas moi. Ils font mal. Ils disent tout ça. Et, comme ça. Et en fait, non, mais en tout cas, je faisais déjà beaucoup de sport à l'époque, et puis c'était l'occasion de tester quelque chose de différent. Donc, comme je dis en autodidacte, c'est-à-dire que franchement, on faisait beaucoup de choses qu'il fallait pas faire, et avec mes potes de l'époque, et on n'était même pas dans une recherche de bien faire, pour tout te dire. On prenait ce qu'il y avait, on disait ok, on va s'amuser comme ça. Ça n'avait pas forcément de direction, mais c'était drôle de tester ce process qui était intéressant. Mhm. Voilà, et puis ça m'a amené à rencontrer un monsieur qui s'appelait Daniel, qui ouvrait à l'époque, en partenariat avec Reebok, une salle dans le centre de Paris. Et j'ai eu l'occasion du coup de commencer à travailler avec lui. Moi, je coachais déjà, mais dans le domaine associatif, et pas du tout des choses liées à la préparation physique. Donc, c'était très différent. Et puis ensuite, les choses en amenant une autre, bah, je me suis associé avec Daniel et puis le reste de son équipe qui avait monté la structure. J'ai commencé à travailler pour CrossFit pour traduire des formations qui délivraient à l'époque que en anglais. Donc, je peux te dire que des fois, tu crois que tu parles anglais, mais tant que tu n'as pas rencontré un Irlandais, tu n'en as aucune idée. Et, et puis voilà, et en coachant et en progressant dans ce domaine-là, ça m'a amené ça c'était en 2013, ça m'a amené en 2016 à rentrer au sein de ce qu'on appelle le séminaire staff, qui est en fait un corps d'entraîneur international par la force des choses, mais qui est là pour délivrer les formations qui sont créées par CrossFit pour aider les entraîneurs du coup à intégrer du coup des box et des salles affiliées pour partager la connaissance de la méthode. Et maintenant, ça occupe une grosse partie de mon temps depuis 2016. Voilà. Super. On sent bien qu'il y a eu un passif derrière cette arrivée au CrossFit qui est un aboutissement. Et maintenant, bon, on va revenir sur ce cheminement-là, puisque c'est vrai que tu as dû trouver dans le CrossFit des choses très similaires à la police,
notamment la communauté, notamment l'entraide, cette fraternité qu'on retrouve dans ce sport qui est quand même très particulier. Je veux qu'on en reparle évidemment de l'aspect communautaire, mais avant tout, c'est quoi le CrossFit? Et qu'est-ce que ça n'est pas surtout? Bon, alors, déjà, le CrossFit, c'est sûr qu'à expliquer de manière très synthétique et de manière claire, c'est pas évident parce qu'en fonction de ton interlocuteur, tu vas te rendre compte que tu vas façonner, ta réponse de manière différente. Donc si tu Ouais. parles à un athlète, si tu parles à ta grand-mère, si tu parles à un pote, si tu parles à un pote bourré, heu, ton discours va changer. Heu, En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que le CrossFit, à la base, c'est une méthode de préparation physique générale, OK? OK. Qui a pour, but dans l'instant, de t'aider en fait à avoir une méthode d'entraînement qui pourrait te permettre de faire face à n'importe quel type d'événement, tu vois, de situation. On dit souvent prévu ou imprévu, connu ou inconnu et sur le long terme, qui a vocation aussi à améliorer ta santé dans le sens où c'est une méthode qui a pour but de te permettre, si tu fais les bons choix aussi à l'extérieur de la salle ou de la boxe, OK, de mener une vie dans laquelle entre guillemets «tu vas vieillir jeune». D'accord? Mmh. C'est-à-dire, tu vas être capable de faire tous les gestes du quotidien, du moins c'est ce qu'on souhaite, peut-être même plus et maintenant le moyen qu'on utilise pour parvenir à ça, eh bien, c'est de pratiquer ce qu'on appelle des mouvements fonctionnels constamment variés et à haute intensité. Et c'est OK. là-dedans que je ne rentre pas trop parce que sinon on pourrait en passer des heures et des heures. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que la méthode en elle-même, du coup, elle est quand même basée sur l'intensité relative à chaque personne. Donc qu'est-ce que ça n'est pas? Bah, si tu fais une activité physique dans laquelle il n'y a pas d'intensité, tu fais peut-être les mouvements que tu veux, mais ça n'est peut-être pas du CrossFit. C'est basé sur l'idée de constance, de variation constante de l'entraînement. Donc, au bout d'un moment, même si tu fais des squat snatch, des bar muscle up et des handstand push up, j'aurais tendance à dire que si tu ne tournes que dans certains types de mouvements pour un certain type d'objectif, presque ce que tu fais, ce n'est peut-être plus du CrossFit au sens, originel. OK, c'est peut-être du sport de CrossFit, c'est peut-être autre chose, mais on est loin de l'objectif premier. Et enfin, bah, ouais, des mouvements fonctionnels, donc ça, on pourrait passer des heures là-dessus. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on est sur un répertoire gestuel de mouvements où on va essayer de transférer, en fait, des choses qu'on pourrait reproduire dans le quotidien, dans le domaine sportif, dans le domaine, militaire ou professionnel, tu vois? Si on va sur des cas un petit peu extrêmes. Donc c'est vrai que c'est aussi une activité physique dans laquelle tu feras a priori peu ou pas de travail en isolation et cetera, même si tout peut avoir sa place et voilà et c'est vrai que c'est quelque chose, le CrossFit, parfois à expliquer qui peut être complexe parce que c'est comme un Walt Disney, tu as plusieurs niveaux de lecture. Donc Mmh. si tu vas sur YouTube, le CrossFit, ça peut être le sport de CrossFit. Tu as vu, il y avait ce qu'on appelle le Rogue Invitational, ce week-end. C'est assez fou, des athlètes très complets qui, bah, bref, qui vont s'affronter sur différentes épreuves. Le CrossFit, c'est un truc qui va aussi, révolutionner la manière qu'on va avoir d'imaginer, bah, notre manière de s'alimenter, notre manière de vivre, peut-être notre manière de vieillir, tu vois? Moi personnellement, depuis que je pratique ça et que j'ai vu surtout des athlètes bien plus âgés que moi le faire, j'ai beaucoup moins peur de vieillir, tu vois? À titre, personnel, je suis Mmh. serein Mmh. et puis à côté de ça, c'est aussi une marque, c'est aussi de l'éducation, c'est aussi une communauté comme tu l'as dit, donc c'est vraiment quelque chose de très protéiforme. Mmh. Mais le noyau dur, c'est quand même cette méthode de préparation physique générale, créée par Greg Glassman dans les années 70, quoi. Ouais. Tu as mis beaucoup de points en exergue là qui sont vraiment très, très intéressants. Hem, Moi, quand je raconte le CrossFit autour de moi, je dis: «J'en fais, voilà, à mon frère, à mes amis et cetera» et que je raconte que, il y a le maire du village qui vient s'entraîner, qui a 65 ans et qui est pas spécialement en forme, mais qui vient s'entraîner quand même avec nous et qui côtoie, un crossfitter qui fait de la compète, qui côtoie, une jeune fille, qui commence tout juste. Il y a des Voilà, c'est fait pour tout le monde, il y a toutes les portes d'entrée, c'est adaptable à tout un chacun et comme tu l'as dit, il y a vraiment des termes qui sont très importants, hein, fonctionnel. Fonctionnel, ça veut dire quoi? C'est que on va y avoir du transfert dans la vie de tous les jours. Ça va nous aider sans doute à, mieux bouger tout simplement et être, sans doute, en meilleure santé et à vieillir jeune comme tu le disais. J'aime beaucoup cette expression-là. Donc c'est surtout pas voilà, quand je raconte ça, les gens sont étonnés, ils disent: «Ah bon? Moi je croyais que c'était le truc des gros costauds où, tu es obligé d'être soit pompier, et où tu t'entraînes tous les jours, soit, voilà, tu es athlète professionnel pour y aller, quoi, hein». Et en fait non, j'ai rarement trouvé un sport aussi ouvert à accueillir tout le monde. Les enfants même, on a toujours des cours pour les kids, quelque part dans une box.
comme les personnes d'un certain âge. Et pour ça, c'est très très fort. Mais si on Merci pour cette définition qui, je pense, va correspondre à tout le monde. Heu et tu as parlé de préparation physique générale et c'est rigolo parce que c'était exactement ce à quoi je voulais amener, voilà, je t'avais préparé la le prochain thème, c'est-à-dire comment le CrossFit est en train de révolutionner la PPG. Parce que moi, c'est ce que je fais, c'est une de mes casquettes et c'est vrai que bon, quand tu passes les diplômes de préparateur physique, tu as quand même les qualités athlétiques à développer, force, endurance, puissance, et cetera. Tu as le côté hypertrophie, tu as le côté endurance, tu as le côté et cetera et on a des protocoles qui sont là depuis, Mathusalem, quoi, hein. C'est des trucs, la force, c'est 5 par 5 avec 5 minutes de repos et cetera et puis CrossFit est arrivé, Glassman est arrivé. Ils ont un peu, franchement démoli un petit peu beaucoup de choses, quoi, hein, et ils sont arrivés à construire des corps, des métabolismes qui sont quand même, assez impressionnants, capables d'enchaîner de l'endurance comme de la force, hem sans respecter les temps de repos, sans respecter, enfin, vraiment, ça battait tout en brèche, quoi. Et ça marche. D'où ça vient? Comment ça se fait? Est-ce que toi, avec ton expérience, tu arrives à voir pourquoi ça marche si bien? Ouais, il y a plusieurs choses, OK, là-dessus. Heu, bon, déjà pour commencer, je pense qu'avant même de révolutionner la préparation physique générale, je pense véritablement que ce que, CrossFit ou Greg Glassman a réussi à faire, c'est quand même de révolutionner la perception qu'on pouvait avoir de la santé et la perception qu'on pouvait avoir du sport, de la condition physique par rapport à la santé. Mmh D'accord? mh. J'ai plein de conversations moi là-dessus, des mecs qui vont me dire: «Bah tiens», même dans le level 1 on en parle, on dit qu'en fait à un moment donné, Greg Glassman quand il voulait parler de la santé et tout ce qu'il trouvait comme définition, c'était, bah, être en bonne santé, c'était être dans un état dans lequel tu as une absence totale de maladie, tu vois? Ouais. On Et que dit ce donc que ça n'est pas et on voilà, n'arrive pas à le exactement. définir. Et il trouvait ça naze parce qu'il disait: «Bah, non, en fait, c'est pas révélateur» et donc du coup, ta condition physique, ta capacité à réaliser différents éléments, c'était peut-être ça, véritablement le marqueur de ta santé ou du moins c'est la théorie, la thèse qu'on défend dans le L1 et je trouve ça hyper, hyper important parce que tu es dans une on est dans une société, si tu veux, où vis-à-vis de l'activité physique, heu, tu as des recommandations qui sont hyper conservatrices de la part des pouvoirs publics, par exemple, ou des médecins, personne ne veut se mouiller. Et tu as des contre-indications, tu sais, ou des principes de précaution qui sont des remparts énormes, notamment parce que justement le sport et les médecins, bah, quelque part, on sent qu'il y a des interférences. Mmh Et mh. du coup, on a l'impression que les uns voudraient protéger des risques inhérents aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien Donc en sûr. gros, oui, tu peux faire du sport si tu es enceinte, mais attention, il y a personne qui osera se mouiller plus que de te dire: «Tu peux faire des biceps curls avec des bouteilles d'eau» Ouais. et attention, non par contre là, tu as un problème de genou alors, Ouais, surtout, c'est dangereux. voilà pouce, pouce, hein, ne faisons rien. Donc ça c'est le 1er truc Mmh mh. sur lequel je pense qu'ensuite tu as agi, c'est que voilà, on a réussi à briser des schémas différents sur la santé. Mmh mh. Mais cela étant dit, la manière dont CrossFit a révolutionné la PPG et de la manière dont CrossFit a révolutionné la santé, c'est la même base, c'est-à-dire quand même une volonté à la base d'avoir une observation un petit peu, méthodique, relever des données un petit peu empiriques. On parle souvent du fait qu'à l'entraînement, si on va relever nos résultats, c'est pour avoir en fait finalement des données qui sont observables, mesurables et reproductibles. Et donc je pense pas qu'il y ait eu à la base une volonté, d'aller à l'encontre de ce qui se faisait dans le domaine de la préparation physique, mais simplement de la part notamment de Greg Glassman, qui était lui-même un fils de scientifique, de construire sur son expérience personnelle vis-à-vis de l'entraînement, lui qui était, gymnaste, cycliste et qui utilisait des dumbbells pour se renforcer et de se dire: «Bah, voilà, en fait, je vais tenter d'autres schémas, je vais relever des résultats et on va voir si ça marche». Mmh mh. Et en faisant ça, sans dire que les autres approches ne fonctionnent pas, OK, tu peux faire un microcycle, un macrocycle, un mésocycle, hein, ce que tu veux, de force, d'hypertrophie et tutti quanti. Néanmoins, lui, il s'est rendu compte qu'il obtenait, qu'à partir de certaines simulations, certains résultats. Et je crois que c'est vraiment, le résultat qui a guidé la manière de construire, en fait, finalement, le programme. Et on le dit encore à l'heure d'aujourd'hui, parfois on se retrouve à appliquer ce qu'on appelle, nous, le concept de la boîte noire. C'est-à-dire, écoutez les gars, pour être très clair, hein, je sais ce que je fais faire aux gens, je sais quel résultat j'obtiens, mais moi-même, je suis pas toujours capable d'expliquer comment exactement est-ce que ça fonctionne. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que je pense que le CrossFit, dans sa pratique, dans le point de départ en tout cas, il y avait, si c'est pas une envie d'anticonformisme,
il y avait une envie de pas se laisser biaiser, tu Mmh. sais, soit par des études, soit par des opinions, soit par des convictions qui sont pas toujours fondées sur de la preuve et vraiment de reprendre les choses un peu, depuis le début. C'est comme quand Ouais. tu commences ton entraînement physique, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, voilà, on va te dire, «Ah non, bah, attention, si tu fais de la force, ne va pas courir après, tu vas désynchroniser, tes fibres» ou je ne sais quoi. Peut-être, peut-être. Ou alors peut-être que, dans tout ça, il y a un peu de légende urbaine aussi, comme, l'histoire de, bah, attention, si tu squattes, sous la parallèle, tu vas te faire mal au genou. Alors que même les études qui ont amené à cette pensée disent exactement l'inverse. En fait, disent que le genou, bah, c'est quand tu es à la parallèle que ça subit le plus de tension et voilà et une nouvelle fois, peut-être que tu peux squatter à la parallèle et que tu vas jamais te faire mal. Mais par contre, c'est pas quand tu es en bas de ton squat que c'est là le plus dangereux pour l'articulation. Donc je crois qu'il y a vraiment cette volonté-là et puis surtout, voilà, surtout à l'époque où lui, Greg Glassman, il a commencé à le faire, c'est-à-dire qu'en France, on s'en rend peut-être pas compte, mais les États-Unis, c'est déjà un pays en termes de santé et d'activité physique où tu as tout et son contraire. C'est-à-dire que tu as une minorité de la population qui peut être excessivement sportive, soit parce que c'est le culte du corps, soit parce que socialement parlant, c'est peut-être l'une de tes meilleures chances, tu vois, de grimper dans l'échelle sociale, de te sortir de cartes qui jouaient pas forcément pour toi. Et à côté de ça, dans ce qui concerne le monde du fitness, c'est aussi le monde bah, des salles de sport ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des grands parcs cardio. Tu peux faire de l'elliptique en touchant ton Blackberry, en regardant la télé. Mais c'est une certaine vision, tu vois, même dans l'entraînement, faut, entre guillemets, faut être dans le confort. Donc je pense quand même il y avait cette volonté aussi d'aller en rupture, tu vois, vis-à-vis de ça. Et voilà, puis tu as plein d'autres trucs qui se rajoutent, hein, des choses dont on parle pas, mais c'est que même les machines de musculation, si à un moment donné ça a vraiment fonctionné beaucoup aux États-Unis, c'est aussi lié à une crise de l'acier et à une crise du monde automobile qui a fait que les mecs, il fallait qu'ils trouvent en fait d'autres moyens de vendre leur cam et que ça avançait. Et j'ai rien contre les machines, hein, j'étais sur une presse à cuisse pas plus tard que ce matin, mais tu vois, tout ça, des fois, ça fait que, tu sais, des fois, ce qui se passe dans le monde extérieur peut influer plein de trucs de ta vie, tu vois. On le vit peut-être en ce moment, je sais pas, je lisais des articles là-dessus sur, l'influence du conflit entre la Russie et l'Ukraine, sur le fait que du coup on pousse de plus en plus la transition énergétique, tu vois? Donc voilà, ça t'amène dans certaines directions et je crois que CrossFit simplement à un moment donné, par rapport à tous ces mouvements et à ces convictions, juste a fait un petit arrêt sur image. Il y a un mec qui s'appelait Greg Glassman qui a essayé de tout reprendre un peu depuis le début, sans peut-être être, trop biaisé. Il est arrivé à un résultat et c'est de ce résultat-là, dont on fait la promotion, aujourd'hui ou du moins moi dans mon métier, tu vois? Mmh. C'est vrai qu'on on a l'impression que, il est parti presque sans dogme. Il s'est dit, «Je vais tester» et comme tu l'as très bien expliqué de manière empirique, ce qui marche et je vais garder ce qui marche et petit à petit, je vais empiler les choses pour voir si ça fonctionne et force est de constater que ça fonctionne véritablement très, très bien. C'est très intéressant, cette boîte noire dont tu parles là. C'est vrai on peut le voir de nos jours, hein, on est très conditionné par tous les dogmes. Tu rentres dans n'importe quelle discipline, encore une fois, hein, que ce soit le monde de la salle de muscu comme un club d'endurance du coin, de la course à pied et cetera et on va te parler traditionnellement, voilà comment on fait. Et si si tu sors de ça, c'est très compliqué, d'arriver avec ton opinion et c'est vrai que, le CrossFit, oui, il y a cet aspect, communautaire, cet aspect, intensité qui fait que c'est une opinion et tu me diras si tu la partages, hem, tu vas généralement arriver à te sortir les doigts sans doute 5 de plus que ce que tu fais d'habitude et je pense que c'est grandement pour ça que ça marche. C'est-à-dire que, s'entraîner, en groupe, c'est super. S'entraîner tout seul, c'est très bien aussi. Tu apprends beaucoup sur ta propre narration interne. Tu apprends plein de choses à t'entraîner tout seul. Mais je trouve quand même qu'on va souvent gratter un petit peu plus loin quand il y a cet effet de groupe, quand il y a cet effet de communauté. C'était le point suivant. Évidemment, c'est super agréable de prendre un café tous ensemble après ou avant. Évidemment, c'est génial de faire un barbecue le samedi avec toute la boxe. Ça, c'est l'aspect communautaire qui est absolument fabuleux avec le CrossFit, de tous taper dans la main quand on a fini le WOD et cetera. Mais je trouve que s'il devait y avoir une poudre magique, dans le CrossFit qui nous permet en fait d'avoir construire des corps mieux, d'une meilleure manière
que dans d'autres sports, c'est parce que on va voir un peu plus loin, je trouve, dans l'intensité. Sans doute parce qu'il y a cet effet de groupe. Est-ce que tu as l'impression aussi que c'est ça? Ah moi, je suis 100 d'accord avec ça, hein. Quand tu dis qu'on va 5 plus loin, je pense que c'est vraiment une question de caractère. Moi, je vais 200 plus loin. Tu vois? Entre le moment où je m'entraîne seul et le moment Ouais. où je m'entraîne avec quelqu'un. Heu, c'est, ça c'est quand même un élément qui est important et c'est d'autant plus important qu'à l'heure actuelle, parfois dans le CrossFit, tu vas avoir des gens qui pourront aller chercher le résultat, vont croire qu'en termes d'entraînement, ils ont besoin de faire plus ou plus spécialisé pour eux et Mmh. donc du coup, leur seul moyen de trouver ça, c'est parfois de sortir du groupe et de sortir de la communauté et en fait, ils expérimentent finalement exactement le process, inverse Mmh malheureusement. mh. Mmh. Le groupe, ça fait tout. Le groupe, ça fait tout parce que, déjà, bon, je suis pas féru d'anthropologie, mais à quel point est-ce que, dans notre cerveau reptilien, on vivait en meute et on avait envie d'être le chef de la meute, tu vois? Quand tu vois comment ça se passe chez les chimpanzés et que tu as quand même tendance à te dire que ça doit être quelque part aussi chez nous et donc mine de rien, quand tu fais un entraînement, à plusieurs, la volonté quand même de bien faire ou, de mieux performer que les autres, OK? Même si tu as pas un gros esprit de compétition, moi j'ai pas un gros esprit de compétition par exemple, mais ça prend le pas, tu vois? Mmh. Passer 10 répétitions quand ton cerveau il est plus oxygéné, ça prend le pas sur le reste et ça c'est très puissant. Je pense que c'est puissant, quand tu débutes, OK? Parce que mine de rien, tu vas te retrouver embarqué dans une espèce d'hystérie collective, assez cool. C'est hyper important, quand tu es bon, parce que tu trouveras toujours dans l'entraînement quelqu'un qui va te, entre guillemets, qui va te dépasser ou qui va te surprendre et donc voilà, moi si je cours, OK, je suis pas un très bon coureur, bah, je suis toujours embêté quand je vois: «Putain, il y a un mec qui est là depuis 3 semaines, peut-être qu'il courait avant, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il court vite?» Bon, bah, j'essaie de courir un peu plus vite quand même pour voir si je peux pas le rattraper et puis il y a un autre point quand même qu'il faut pas sous-estimer parce que l'effet de groupe, la capacité à se mettre comme ça dans ce qu'on appelle la pain cave chez mes copains les Anglais pour aller un petit peu, se cogner et aller un peu plus loin. Elle est aussi soutenue par un autre truc qui est primordial, hein, dans la méthode et dans ce qui se passe dans les salles affiliées, c'est le coaching, OK? Mmh. Et le coach, si les pratiquants, lorsqu'on dit 3, 2, 1, go, ça devient une meute de chiens enragés, tu vois? Bon, bah, lui, si tant est que ce soit possible d'avoir un élément comme ça, c'est le berger de la meute. Et ce qu'il y a d'hyper important, c'est que l'entraîneur, entre autres, lorsqu'il arrive à faire son travail, correctement, il est là pour amener, et pour veiller à ce que tous les athlètes restent dans la bonne zone «d'intensité» entre guillemets qui leur correspond. C'est-à-dire, s'ils sont trop peu dans l'intensité, bah, il va essayer de les inciter à augmenter un petit peu le curseur parce qu'on veut qu'ils aillent chercher les résultats qu'ils sont venus prendre. Et puis à l'inverse, heu, si, l'intensité ou ton instinct primaire te porte ou te pousse parfois à être un peu imprudent, je sais pas moi, sur les charges, sur la technique d'exécution que tu vas avoir, il est aussi là pour aller, devenir ta conscience, aller parler à ton petit cerveau privé d'oxygène, tu vois? Et t'amener à redescendre un petit peu. Donc ouais, la communauté est hyper importante. Moi, j'en fais l'expérimentation, notamment chaque week-end quand je coach des entraînements dans les formations que je donne. Je fais souvent un arrêt sur image sur 2 trucs. Je félicite, hein, forcément la personne qui a bien réussi l'entraînement, mais je fais aussi le point sur la personne qui termine dernier ou, Mmh. dans le dernier, il en faut toujours un, hein, et parfois c'est toi, parfois c'est un autre et je dis: «Faut quand même vous rendre compte de 2 trucs, c'est que lorsque la personne termine dernière et que vous êtes autour d'elle, entre guillemets, pour l'encourager» et j'aime pas trop les trucs, tarte à la crème, tu sais? Ou voilà, genre, CrossFit serait un truc de bisounours. Non, on encourage l'autre, on n'est pas obligé de lui crier dessus comme si on était, un colonel à l'armée, mais en tout cas, on peut le supporter. Je dis: «Rendez-vous compte que les dernières répétitions qui sont faites par cette personne, tout seul dans son garage, tout seul dans un globo avec, des oreillettes Bluetooth dans les oreilles, c'est sûr que ça se passe pas comme ça, si tant est qu'il les fasse». Et puis Mmh. après, on parle aussi de l'intensité ou c'est de ce qu'on appelle souvent sortir de sa zone de confort, tu vois? Quand on a commencé à faire ça, personne ne comprenait il y a 10 ans. Aujourd'hui, tu fous ça sur un t-shirt. Potentiellement, tu peux te payer rapidement un week-end à Deauville avec les sous que tu vas faire. Mais je veux dire, souvent, la personne qui, elle, termine l'entraînement, c'est souvent celle qui, proportionnellement à sa capacité, se met le plus en dehors de sa zone de confort parce que, notamment pour conclure, il faut qu'elle se mette dans le mal, etc. Et qu'elle était, elle aussi, dans le même mouvement, dans la même volonté de bien faire que les autres. Donc, non, c'est vraiment puissant. Mais une nouvelle fois, l'entraîneur, ça j'insiste là-dessus, dans le monde du CrossFit, il a une place centrale. C'est un peu le catalyseur des bénéfices que va recevoir la communauté. Mmh. On doit faire, parce que c'est un ordre qui m'a été donné, tu vois? On doit faire un coucou à Sam, à Samy qui est, qu'on
on va faire, grâce à lui, on va te faire venir avec David aussi pour un séminaire autour du coaching. Donc, il fallait qu'on en parle. Mais oui, lui, et tant d'autres, hein, heu, sont les parapluies qui sont au-dessus de la boxe et qui mettent toute l'ambiance, en fait, et qui vont déterminer, en fait, le mindset de tout le monde. Hem et ça peut varier. Enfin, j'ai fait beaucoup de boxe avant d'en trouver des bonnes. Ça varie du tout au tout, évidemment, parce qu'on est tous les coachs sont différents. Et c'est important de pas s'arrêter à une box. Si on sent que l'ambiance, voilà, la sensibilité est pas la nôtre, on peut changer, on peut aller voir ailleurs. Et en tout cas, Samy et bien d'autres, hein, un gros coucou aussi à CrossFit Les Angles, dans le Gard, à Anto, qui sont des coachs qui mettent à la fois de la bienveillance dans l'accueil, de la rigueur et de la discipline dans les exécutions, hein. J'ai toujours cette phrase d'Anto qui dit: «Vous êtes des gymnastes», donc c'est pointe de pied aux anneaux, tu vois? C'est vraiment, C'est cool. voilà, tout est parfait. Samy, il est très comme ça aussi, très très à cheval sur la forme et la technique. Avant de penser aux charges, avant de penser à l'intensité, avant de penser à tout ça vient ensuite. Donc oui, je te rejoins sur l'importance du coach, qui est englobant, son œil qui est englobant par rapport à tout ça et qui fait partie, constamment de la communauté. Hem, je sais que tu as fait, pour aller dans la prochaine question que je voulais te poser, tu as fait un podcast il y a pas longtemps avec, Sean de Upside Strength. Ouais. Je l'ai reçu il y a pas longtemps sur la chaîne aussi. C'est devenu un bon ami et on s'échange des trucs parce qu'on a une passion qui est, commune, c'est, le monde de la respiration. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup, avec, voilà, quand j'interviens notamment dans le monde du CrossFit, mais pas que, pour les athlètes que j'accompagne. Et on voit popper, alors peut-être que c'est l'influence de Chris Hinchot quand il a commencé à coacher Kalipa et Froning et cetera, mais le monde de l'endurance, le monde de la respiration, hem, le monde aussi du chaud et du froid, faire des bains froids, faire des bains glacés, plein de choses qui gravitent et qui commencent et qui interpénètrent, le monde du CrossFit. Quelles sont selon toi les disciplines comme ça, qui peuvent être intégrées dans une box pour créer des synergies? Par exemple, on a, nous, un coach de triathlon qui fait des séances d'endurance dans la boxe, ce genre de choses. Est-ce que tu en vois? Comment tu vois évoluer les choses aussi? Bah, en fait, bon, comme tu dis, hein, tu as donné des exemples, tu as dit, voilà, en fonction de la boxe où tu vas, moi, j'ai souvent tendance à dire, il y a plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous différencient, mais pour autant, la vibration n'est pas la même, OK? Et donc, moi, je crois pas dans une seule, tu sais, pratique du CrossFit, uniforme au travers de toutes les boxes. Je pense que ce qui est important, c'est de faire le distinguo entre ce qu'on va faire, mais de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on le fait. Donc exemple, tu vois, tu as une box de CrossFit, à mon sens, hein, surtout quand c'est une box dans laquelle tu vas travailler avec des athlètes qui sont ce qu'on appelle les athlètes du quotidien. Donc, je te parle pas de gens qui vivent en pyjama, tu vois? Et qui passent leur vie à errer dans une structure. Mais je te parle de gens qui ont, une vie construite, différemment, avec un boulot, avec des enfants, avec une femme, avec un chien à sortir, faut acheter le pain sans gluten, faut faire ce genre de trucs. Et donc, essentiellement, ces personnes-là qui vont s'entraîner peut-être 3 fois par semaine, parfois plus, c'est tout ce que je leur souhaite. Je pense que tu as plein de rôles à avoir auprès d'eux, un rôle d'éducation sur les choix de vie qu'on pourrait les amener à faire en dehors, notamment sur la nutrition, et ensuite, les exposer à du crossfit pur et dur, notamment parce que, pour moi, le retour sur investissement, si on parle en termes de santé, de fitness, voilà, c'est la meilleure chose qu'ils puissent faire pour eux. Maintenant, l'éducation, c'est l'éducation sur ce qu'on peut faire en dehors, mais il faut aussi comprendre que le CrossFit, ça peut prendre une autre place dans ta vie, même si tu viens t'entraîner 3 fois par semaine, et notamment, ça peut être un truc qui te passionne, tu vois? Et que tu as envie de mieux comprendre. Et donc à Mmh. partir du moment où tu as envie de mieux le comprendre et de mieux débunker les choses, bah, en fait, il faut expérimenter, même si parfois quand tu es dans l'expérimentation, c'est pas là que tu as le meilleur retour sur investissement par rapport à cet objectif de condition physique et de santé. Et je m'explique. Tu as une box de CrossFit, tu as envie d'avoir, un gymnaste ou un entraîneur très pro en gymnastique qui va te faire des cours qui sont spécifiques sur la gym pour améliorer peut-être moyen long terme ta manière de bouger. Bon, bah, dans l'heure que tu vas passer à travailler peut-être, j'en sais rien moi, ton keeping, ta gym au sol, ton toes to bar, tes alignements, ta pointe de pied, qu'on soit clair, en termes de stimulation et adaptation, c'est pas là forcément que tu auras le meilleur retour sur investissement. Mais c'est intéressant quand la discipline te passionne ou qu'elle t'interpelle parce que tu vas comprendre des choses qui vont être transférables. Idem sur l'haltérophilie olympique.
OK? C'est-à-dire qu'avoir un mec qui va venir t'entraîner sur ce domaine-là dans ta box, ça se fait de plus en plus. C'est très bon et c'est encore meilleur lorsqu'il a l'intelligence de faire le distinguo entre ce que tu vas faire en haltérophilie olympique et ce que tu vas faire en crossfit. Pour moi, quand tu vas faire de l'haltérophilie olympique, il faut faire de l'haltéro dans l'objectif de l'haltéro, qui est Mmh. essentiellement lever la charge la plus lourde possible, OK, l'amener au-dessus de sa tête, que ce soit en clean and jerk ou en snatch. Et simplement être conscient aussi que quand tu vas revenir faire du crossfit, il est possible que tu reçoives des corrections différentes, des indications différentes, des consignes différentes, mais tout simplement parce que l'objectif, le contexte n'est souvent pas le même et que donc, bah, tu auras une différence. Et après, tu parlais de l'arrivée du long. Je crois aujourd'hui chez les compétiteurs, en tout cas, il y a plein de facteurs qui font qu'ils ont envie de mieux comprendre les sports d'endurance sans devenir des athlètes d'endurance. C'est-à-dire que Greg Glassman, il est assez célèbre pour avoir écrit plein de phrases assez courtes où il clash un petit peu, non pas les athlètes qui font de l'endurance, mais les gens qui pensent que le spécialiste du monde de l'endurance serait la meilleure figure pour exprimer ce que ce serait que l'homme de Vitruve de la condition physique, si tu veux. Mmh mh. Donc, moi, je donne toujours cet exemple-là. Lorsqu'on parle, par exemple, des sports d'endurance, je dis, vous savez, Eliud Kipchoge, c'est quand même un homme, donc c'est le recordman du monde du marathon. Si là, on est 30 dans la pièce, on sort tous, on va sur une piste de 400, on fait le 400 mètres le plus rapide qu'on ait jamais fait de notre vie. Juste, je vous explique, il nous bat et il continue à nous battre pendant 42 kilomètres. Voilà, et sans se mettre dans le mal. C'est ce niveau de performance-là. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin d'aller chercher un sprinter, tu vois, de 400. Parce que le sprinter de 400 aura déjà couru 200 mètres, qu'on n'aura peut-être pas fait 70 mètres. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc, il y a un truc comme ça. Et là, je trouve que ce sont des choses qui sont de plus en plus intéressantes, non pas pour le fait d'expérimenter des efforts longs, mais si je repense à mes conversations avec Sean, par exemple, mais peut-être parfois pour comprendre ce que d'un point de vue métabolique et physiologique, ça peut faire de t'exposer en fait à des efforts longs, tu vois, notamment au niveau de tes mitochondries, etc. Et une fois que tu as été capable de faire ça, quel bénéfice ça peut t'amener lorsque tu vas t'exposer à des choses qui sont plus courtes, j'allais dire plus intenses, mais c'est pas forcément le cas parce que tu peux avoir une intensité très élevée par rapport à tes capacités sur quelque chose de long. C'est juste que voilà, c'est le niveau d'intensité global qui sera pas le même, enfin, d'un point de vue objectif. Mais voilà, je trouve ça hyper intéressant. Je pense que ça peut être très cool, même pour tout profil d'athlète, d'en faire l'expérience. Et puis aussi même pour les débutants, parce que parfois, être capable de démontrer à quelqu'un qu'on peut le faire bouger sans s'arrêter pendant 20 minutes, tu vois? Déjà, c'est un premier palier psychologiquement parlant, même si c'est sur un ergomètre, tu vois? Beaucoup de gens quand ils commencent, va les mettre sur un vélo et leur dire: «Bon, on va partir sur 20 minutes». De fortes chances qu'ils te fassent les yeux ronds. Ou sur un ergomètre parce que encore courir dehors, bouger dehors pendant 20 minutes, tu as de la distraction. Quand la machine ne bouge pas. Ça peut être compliqué. Mais je pense vraiment que l'intérêt en tout cas du long et par exemple du travail de Sean, c'est essentiellement ça. Mmh mh. Et là, je pense que c'est en plus intéressant pour les athlètes qui veulent performer en compétition, de voir si, ce type d'effort-là, ça leur apporte pas un bénéfice sur ce qui devient leur spécialité. Et après, sur tout ce qui concerne le chaud et le froid et le travail respiratoire, j'ai envie de te dire, je sais pas trop quoi en penser à titre personnel parce que je l'ai expérimenté un petit peu, parce que j'avais un de mes mentors qui faisait des douches froides tous les matins, donc du coup, je faisais un peu. Mais j'ai jamais été moi dans une recherche trop poussée là-dedans. Et au niveau respiratoire, je peux te dire, oui et non. J'avoue que j'aime pas passer mon temps à respirer par le nez pendant que je suis en train de m'entraîner dans une boxe. Mais j'ai un des arts martiaux japonais quand même, c'est ma première école et la respiration, tu vois, c'est quand même un travail qui est, omniprésent dans tout ce qui est fait. Donc je crois vraiment bien sûr en son intérêt, mais en toute transparence, à la différence d'un JM par exemple, j'ai jamais poussé assez loin ma recherche dans ce domaine-là pour vraiment avoir un avis, qui ait une quelconque valeur, tu vois? Si tu veux. Oui, oui. Mais Mais c'est cool. très intéressant ce que tu disais par rapport à l'endurance, c'est-à-dire qu'on va pas chercher la formule magique, il y a un aspect mental, hein, comme tu disais, de tenir juste un effort long et voir à quel point ça peut t'apporter, voilà, mentalement, te dire: «J'ai pu le faire, j'ai pu tenir comme ça» et même à haut niveau, quoi, c'est important. Des gens qui sont habitués à des efforts très courts et très intenses, ils ont une hantise. Si je leur dis: «On part courir pendant 1 heure», mais au secours, quoi, il y a plus personne, quoi. C'est assez terrible. Et ce Donc qui est int tu vois, ce qui est intéressant, tu vois, par rapport notamment à la course à pied, tu vois, même en ce moment, par exemple, bon, je nage 1 fois par semaine et cetera, bon, très mal. Mais ce qui est intéressant par rapport à la course à pied, pour ceux qui veulent faire du haut niveau,
bon, de toute façon, les épreuves longues, surtout de course, tu en auras, mais c'est que, en vérité, notamment aux games ou dans les grosses compétitions, en fait, de la course à pied, il y en a plein, mais Mmh. souvent cachée. Mmh. C'est-à-dire, pour aller d'un atelier à un autre, pour se déplacer et cetera. C'est même un sprint, hein, de 50 mètres pour passer une jolie ligne d'arrivée, parce que ça fait des belles photos. En vérité, tout ça, c'est caché dedans. Et puis aussi, je pense que l'endurance, pourquoi est-ce que ça arrive fort dans le monde du crossfit et notamment chez les athlètes, même quand c'est des athlètes qui font, essentiellement des throwdowns même solides, c'est parce que simplement, c'est toute cette population-là, c'est une population qui, dans son entraînement de CrossFit, se spécialise vraiment beaucoup, Ouais. parfois trop, parfois trop tôt. Et donc, du coup, c'est pour ça que je dis en rigolant, peut-être qu'ils font même plus de CrossFit finalement. Tu vois, là, on a vu au Rogue Invitational, par exemple, ils ont mis en place des barres muscle up avec Ouais. des fat bars. Ok. Et ben moi, je peux te dire, quelque part, tu vois la différence entre le pratiquant de CrossFit et celui qui est un peu biaisé par rapport à ce qu'il fait. Mais c'est tous des très grands champions. Mais c'est parce que tu as vraiment vu des athlètes être capables, et c'était pas les plus jeunes, de faire par exemple des barres muscle up en série. Tu vois, 3 par 3, on a juste changé la grès, mais eux, finalement, ils se sont bien adaptés. Et puis peut-être certains plus spécialisés à l'utilisation de l'outil, qui se retrouvaient un peu désemparés, qui travaillaient un par un, tu vois, comme quand on Mmh. leur a demandé de faire des sauts simples à la corde. Tout ça, c'est un peu des biais. Et donc, du coup, je pense que pour tous les athlètes qui sont mis à faire de la compétition relativement tôt et adopter un régime d'entraînement qui a pour but de les aider à performer lorsqu'ils vont s'affronter le week-end, ce qu'on appelle les week-end warriors en anglais, et bah ouais, forcément, du coup, les épreuves de long, plus la compétition, entre guillemets, de taille modeste, moins tu as de chances d'en avoir. Et donc, du coup, tu peux développer des faiblesses, tu vois, de ce côté-là. Et en fait, c'est hyper intéressant. Et je pense qu'il y en a plein qui font ce constat-là. Moi, je te dis, même ma copine, à l'heure actuelle, elle a une programmation spécialement faite sur le long et le conditioning. Parce que malgré le fait qu'elle soit très forte sur certains types d'épreuves, bah, du coup, on voit de conséquences. Ça, c'est devenu une faiblesse, tu vois. Oui, Et oui. ça arrive. C'est sûr. Mais pour revenir à ce que tu disais, autour de ça, autour de ces choses qui peuvent devenir nos faiblesses, euh, le faire, le chaud, le froid, la respiration, etc. Certes, il y a pas mal d'études qui sortent, certes, on commence à comprendre qu'il pourrait y avoir des bénéfices, etc. Mais moi, vraiment, ce qui m'intéresse le plus, et là où j'ai vu le plus de bénéfices, c'est vraiment mentalement. C'est-à-dire que tu découvres d'autres pans de ta vie qui pouvaient être des zones d'ombre, et le fait rien de mettre un flash de lumière dessus, ton écoute, voilà, l'écoute de ta respiration pendant l'effort, euh, sentir ce que ça fait de rentrer dans un bain froid, etc., et d'être vraiment dans un inconfort qui est dur, et d'y aller volontairement dans cet inconfort-là, tu as beaucoup de transferts qui sont faits dans les autres pans de ta vie, notamment l'intensité d'un effort physique. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, plus que aller dans un bain froid et faire des douches froides tous les matins, ça va augmenter tes nombres de mitochondries. Ouais, d'accord, il y a beaucoup de flûtes, à mon avis, dans beaucoup de choses, là. Mais certes, peut-être, sans doute, à la marge, et que ça bénéficiera à l'athlète, au futur numéro 1 mondial, d'avoir 1% de plus de performance. Mais le côté, par rapport à l'amélioration du côté mental, je trouve qu'on on en est bien loin. Et Donc, puis, tu parlais aussi un peu de la communauté un petit peu plus tôt, ouais. mais tu regarderas souvent ces moments-là, par exemple, notamment je pense au bain froid, Mhm. souvent c'est pas des moments que tu vis seul en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est C'est-à-dire le team building parfait, ça. ah, un petit peu, un petit peu. Et ça, je trouve que c'est rigolo. Je pense que le fond du truc, c'est que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vu que dans le CrossFit, tu expérimentes des situations dans lesquelles tu es pas confortable et que sans apprendre à être confortable dans l'inconfortable, heu, au moins tu apprends que tu peux aller dans cette zone-là. Ça te rend, je pense, potentiellement, ouvert et curieux de beaucoup de choses. Et en fait, ce que je veux dire, c'est, tu vois, par rapport aux synergies, bah, à chacun d'aller dans la direction qu'il a envie, tu vois? Mais je trouve que ce qu'il y a d'intéressant, même si moi, par exemple, je suis toujours un fervent défenseur, du CrossFit et ça restera le steak et les patates, tu vois, de ma manière de m'entraîner, et ben, en fait, je suis quand même d'avis que si tu as envie d'expérimenter des trucs, il faut y aller. Mon seul, tu vois, mon seul veto, ma seule réserve, c'est que parfois tu peux tomber sur certains profils de personnes, ils aiment le CrossFit. Vraiment, j'imagine, sincèrement. Ils découvrent autre chose, tu vois, qu'ils ont envie d'expérimenter, mais malheureusement, au lieu que ça vienne assaisonner leur pratique, des fois, ils plongent dedans à 200.
Ouais. T'en connais des profils de mecs comme ça? C'est, ils ont fait CrossFit, et donc ils ont adopté une certaine manière de penser. Puis ensuite, ils sont tombés sur Julien Pineau, que même si je le connais peu, que j'apprécie beaucoup dans le fond comme dans la forme. Mais du coup, ils sont devenus Strong Fit, pendant un certain temps. Puis ensuite, ils vont faire l'Institut UP ou travailler avec la neuro. Donc tu les vois se rouler une balle avec des picots sous l'IEP au lieu de s'entraîner pendant des heures et des heures. Puis après, ils vont faire du functional bodybuilding, etc. Et finalement, ce qui est dommage, c'est que tu as l'impression que c'est des gens, s'ils avaient un régime alimentaire, tu sais, ils seraient mono-aliments, que de la viande, que des légumes, que de la soupe. Alors qu'en fait, le truc le plus beau, c'est peut-être sans doute de garder le noyau dur de ce qui fonctionne le plus. Une nouvelle fois, je parle de retour sur investissement, je parle de choses qui sont mesurables, et je parle aussi aux gens qui sont avant tout passionnés de CrossFit. Si ce qui te passionne, c'est autre chose, il ne faut pas s'embêter avec ça. Mais je pense que ce qu'il y a d'intéressant, c'est de prendre tout le reste, d'aller se renseigner, de le pratiquer et de s'en nourrir, en fait, finalement. Et je trouve que des fois, le seul truc que je vois, c'est de temps en temps des gens qui, au lieu de se nourrir pour leur pratique, finalement, ils ont une trajectoire qui est toujours comme ça, alors que ça pourrait être ça. Hop, je prends. Hop, je prends. C'est Hop, je ça. prends. Mais tu as tout à fait raison et tu as dit nourrir pour leur pratique. Finalement, au lieu de se nourrir eux-mêmes, ils nourrissent la pratique. C'est-à-dire Ouais, ils c'est voient un pas mal. culte au dogme, tu sais. C'est il faut et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien fait mon Eurospike là, j'ai bien fait comme tu l'as dit, tu sais, j'ai bien fait tout, etc. Alors que Matt Boulet, qui est dans l'Institut IP, c'est un grand copain, hein, c'est vraiment un ami. Donc je l'embrasse bien fort. J'ai mon Eurospike qui est là dans mon sac. Et Samy, il me voit tout le temps avec au début. Hein. Je le fais. Hein. Je suis un bon élève. Évidemment, comme tu l'as dit, est-ce que tu soignes le dogme ou est-ce que tu sais t'en nourrir à droite à gauche et picorer, et c'est ce que disait Bruce Lee, hein, garde l'utile, rejette l'inutile et y ajoute ce qui est vraiment toi. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Et donc, on est totalement sur la même ligne. Comme on est pléthore d'informations de nos jours, où il y a tout sur Internet, c'est vrai que c'est très facile de se perdre et se diluer en fait dans cette information-là. Et c'est là où, sans doute, avoir un coach qui a les pieds sur terre, qui te ramène toujours à l'essentiel, hein, le WOD du jour. De toute façon, il va falloir faire des burpees et de l'assaut bike. Donc, mon grand, voilà, t'as beau te rouler une balle à picot sous le pied, au bout d'un moment, il faut renvoyer. Euh, et voilà. Donc, ça peut cadrer, ça peut aider à ramener comme un entonnoir. Mais c'est vrai que c'est bon hein, d'aller chercher des informations à droite à gauche, bien sûr. Le CrossFit, c'est en place depuis quoi? 2007? Ouais, je pense 2007, 2006. La genèse officielle de CrossFit, c'est 74. Les premières tribulations du coach Glassman quand il va donner ses cours particuliers à droite et à gauche Ah ouais. et qui se fait un peu jeter de partout. Mais en tout cas, ouais, véritablement, c'est les années 2000, peut-être l'ouverture du site aussi, forcément, de CrossFit. C'est-à-dire, ça, c'est 2001 ou février 2002, peut-être. Ah ouais, d'accord. Ouais, Tant faut quand même comprendre, hein, ça, c'est aussi un des trucs, souvent les gens qui ont démarré la semaine il y a pas longtemps, il faut quand même comprendre que Greg Glassman, l'un des aspects sur lesquels il était vraiment, vraiment avant-gardiste, c'est quand même d'avoir envie de créer un forum de discussion autour de la préparation physique en 2002, avec un site éclaté au sol qui s'appelait crossfit.com avec une photo de son chien, ça, dessus, sur lequel voilà, ils publient des entraînements en demandant aux gens d'expérimenter. Et c'est ce qu'ils font, de poster leurs scores, d'échanger, etc. Et c'est au travers de ce site, tu vois, par exemple, que lors de la première organisation des CrossFit Games, bah, les mecs recevaient leur invitation. Et c'était finalement les plus gros geekos, tu vois, qui étaient sur le site, qui postaient, qui recevaient leur invite. C'est l'invitation façon Mortal Kombat, tu vois. ouais. Liu Kang, on va te demander d'aller dans le range d'un pote à nous. Ok, super. Et, Finish him. Ouais, et c'est aussi comme ça que parfois on a découvert certaines choses. Par exemple, tu vois, la découverte du butterfly pull-up, ça vient d'un mec qui met son score sur Fran, et son score est tellement stratosphérique qu'en fait, les mecs plus ou moins le traitent de menteur. Tu vois, et donc le mec, non, moi, j'ai menti rien du tout, et il envoie une vidéo de ce qu'il fait, et à partir de là, ça avance. Et du coup, c'est intéressant parce qu'une nouvelle fois, on fait des observations, on fait des trucs, et ça va dans cette direction-là. Et ouais, donc ça, je pense vraiment que la genèse, c'est ça. Puis après, la genèse, j'imagine que c'est certains moments, tu vois, dans l'histoire de CrossFit, peut-être la première fois que quelqu'un est venu demander à Glassman de le former, lui et d'autres, pour enseigner la méthode. Lui, il n'avait pas pensé à ce moment-là à partir dans cette direction.
La première fois à Santa Cruz, quelqu'un lui dit: «Écoute, j'aimerais ouvrir une salle dans laquelle je pourrais officiellement dire que je fais du Mmh. CrossFit». Il avait pas la moindre idée. Je crois que le mec, il lui a demandé: «Bah, écoute, donne-moi 250 et puis tu pourras écrire CrossFit sur ton truc». Et puis après, tu as 2-3 autres, tournants comme ça. Et pour ce qui nous concerne nous, peut-être, l'arrivée d'un Carl Steadman, tu vois? Qui est le premier formateur, à bosser, pour CrossFit en Grande-Bretagne. Et voilà, il fait partie de cette première génération de mecs qui ont vraiment suivi la méthode, qui sont partis aux États-Unis pour se former, qui en sont revenus. Voilà, je pense que c'est ça, là, véritablement la genèse, quoi. Ouais. Pour nous les Européens, en tout cas. Et oui, oui, et sans doute, mal connu, ouais. Tu as donné quelques informations là que moi je connaissais pas, et c'est vrai que, pour y avoir mis le nez dedans quand j'étais au Japon en fait, hein, j'ai découvert ça avec les premiers games, je pense que ça devait être, ouais, entre 2008 et 2010. J'ai vu évoluer, la chose, au fil du temps. Et comment tu vois maintenant, en 2022, le CrossFit se réinventer? Parce que c'est vrai que c'est relativement jeune d'un côté, mais avec suffisamment maintenant, entre 15 et 20 ans finalement de passif, et donc on a des épreuves qui ont évolué, on a des standards qui ont évolué. Évidemment, les charges continuent à évoluer de manière, on se dit: «Mais est-ce que ça va toucher un plafond de verre un jour ou l'autre, ou pas?» Quel est ton œil par rapport à tout ça, ton regard là-dessus? Ouais, je pense que tu as plusieurs niveaux. Tu as d'abord un niveau, lié par rapport à la méthode en elle-même. Et très franchement, je pense que la méthode, évoluera en revenant toujours exactement à ce que tu as dit, au bout du jour, aux choses les plus simples. C'est-à-dire Mmh. que c'est une des phrases aussi de Glassman, il dit: «Quand tu penses que tu as maîtrisé les basiques, c'est-à-dire qu'il est temps de tout reprendre depuis le début». Mmh mh. Ça avait déjà été amorcé, par lui, après 2018, quand on a repris le contrôle de la programmation de CrossFit.com pendant quelques mois, au grand désarroi de beaucoup, et où on s'était retrouvé à faire, beaucoup de travail de gymnastique stricte, et cetera. Et «Ah bah oui», ouais, parce que devinez quoi? Les gymnastes de formation ne sont pas mauvais dans ces domaines-là, et donc ça devrait quand même faire partie aussi de la base de ce qu'on fait. Et puis je pense que quelque part, c'est aussi le chemin qui a été pris cette année avec, Adrian Bozeman. Donc Adrian Bozeman, pour ceux qui ne savent pas qui c'est l'un des plus gros formateurs de chez CrossFit, qui était lui-même avant au nord d'une box avec Kelly Starrett qui s'appelait CrossFit San Francisco, et puis qui a travaillé très longtemps, au sein de CrossFit, notamment pour, publier tous les contenus pédagogiques, liés à la formation, ancien artiste de cirque, et qui aujourd'hui, après avoir travaillé beaucoup avec Dave Castro, est en charge de la programmation des games. Tu vois, cette année, par exemple, même si chaque édition raconte un peu une histoire, le fait de ne pas avoir utilisé de barre d'haltérophilie pour aller chercher des charges lourdes, mais d'être revenu à un odd object, tu vois, un sac de sable, le fait d'avoir essayé de défier les athlètes sur du handstand push-up facing the wall en strict, c'est-à-dire finalement un mouvement qui est presque une régression, du handstand push-up. Si tu regardes les premières vidéos de Carl Paoli et d'autres mecs sur l'enseignement de ces mouvements-là, donc c'est-à-dire qu'il est venu challenger les mecs, non pas sur des choses plus complexes, mais sur des choses plus fondamentales, ce qui rejoint un peu mon idée que parfois les athlètes biaisent sans s'en rendre compte leur entraînement. Donc je crois qu'il y a une véritable volonté par rapport à la pratique de revenir à des choses qui sont fondamentales. Et, tu parlais du fait qu'on voit les charges, tu vois, augmenter toujours plus. Ce qui est vrai, ça continuera sans doute à être le cas. Mais du coup, au niveau de l'évolution, je pense qu'il faut aussi s'attendre à des évolutions en termes de performance, et de se dire que si je prends juste les trois modalités de base, que sont la gymnastique, tu vois, on va dire le monostructurel, et du coup l'haltérophilie, on pourrait croire, ou du moins moi de ce que je regarde, quand je regarde les gens s'entraîner, ce que j'ai l'impression de constater, c'est que parfois, qu'on s'en rende compte ou pas, on a un biais orienté vers justement le fait de lever des charges, parce que ça Mmh. prend pas beaucoup de temps, parce que on peut clairement mesurer ce qu'on a fait, parce que ne nous mentons pas, ça se partage facilement sur les réseaux sociaux, donc j'ai l'air encore plus stylé. Mais maintenant, qu'en est-il de ce que sont capables de faire les crossfitters sur de la gymnastique, tu vois? Là, on a défié tout le monde avec le reverse press to handstand. Je suis loin de maîtriser ce skill, mais ce que je veux dire, c'est que pour quelqu'un qui aurait la chance de démarrer la discipline aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ce soit une compétence, inaccessible, tu vois? On fait travailler les athlètes, sur des courses sur différents terrains. C'est le cas à Rogue Invitational, c'est le cas dans beaucoup de compétitions, et je parle que de la course, mais je pourrais parler, de ramer, d'escalader, tu vois? De pédaler, de faire énormément de choses différentes. Mais je pense en fait la zone d'exploration, va vraiment aller dans toutes les directions. Et Ouais. donc ce à quoi je m'attends, c'est,
des évolutions franchement incroyables au niveau de ce qu'on vont être capable de faire les athlètes sur l'haltérophilie, sur la force, sur la gym, sur plein de domaines différents du fitness. Ça, en termes de fin. Mais en termes de moyens, ce dont je suis persuadé, c'est qu'en fait, c'est toujours ce retour à la source qui Mmh. permettra d'aller dans cette direction et que c'est juste que, bah, simplement, plus le temps passe, plus les gens ont 2 choses qui se produisent. Ils ont la chance d'avoir des pédagogues qui sont de plus en plus compétents autour d'eux pour leur permettre de développer, ce niveau de compétence et quand je parle de la gym, essaye de penser, c'est quels sont les entraîneurs qui permettent à des enfants ou des adolescents d'atteindre un niveau de compétence incroyable, tu vois, en gymnastique? Je veux dire que entre un crossfitter qui marche cambré sur les mains et quelqu'un qui va faire un programme court au sol, tu vois, en gymnastique, voilà, il y a un monde. Donc c'est pas de la science-fiction que de penser qu'on pourrait aller dans cette direction-là. Mmh mh. Et ouais, je pense vraiment qu'il y a ça qui va se passer. Donc le fait qu'on ait des pédagogues qui sont de plus en plus compétents et aussi le fait qu'on a tous dans la tête, ce que moi j'appelle un biais de proximité, c'est une expression que j'ai volée à Dave Castro, qui fait que si tu es orienté par des mecs, je dis n'importe quoi, qui back squat 120 kilos, bon bah, dans ton esprit, back squatter 120 kilos, c'est fou, tu vois? Mmh. Là, au Rogue Invitational, tu avais des mecs à 180 bombes qui bougeaient comme s'ils avaient 100 kilos sur le dos. Mais moi, je reste persuadé que, par exemple, pour les athlètes qui sont dans ce milieu-là pour la première fois, ou disons Manon Angonèse, c'est la Belge qui est partie au Rogue pour la première fois, bah, le fait qu'elle ait vu des athlètes, tu vois, de niveau cette fois-ci, même pas international, mais vraiment de classe mondiale, réaliser certains trucs avec de l'aisance, et bah, ça te débloque dans ta tête. Ça te dit, OK, en fait, bah, c'est possible. Tu vois Mmh. ce que je veux dire? Et donc, Ouais, c'est je pense que la méthode ne va pas changer. Je pense pas que le CrossFit va se réinventer. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est quand tu vas mettre l'œil, tu sais, le regard extérieur sur ce qui va se passer d'ici 10 ans, tu vas halluciner sur ce que les mecs vont être capables de faire parce qu'ils seront de mieux en mieux encadrés et parce ils seront de plus en plus conscients d'à quel point on peut pousser la performance humaine. mmh. Faudra qu'on se re-regarde, comme ça on fait un retour vers le futur dans 10 ans. On regarde notre Oh, performance et on verra si ça a vraiment été le cas. Mais oui, en effet, ce que tu as décrit, c'est l'effet Bannister, hein, Bannister qui avait battu le record du miles en 4 minutes, alors que tout le monde disait que c'était impossible de courir le miles 1 km 6 en 4 minutes. Tous les scientifiques, on a observé les fibres musculaires humaines, et cetera. C'est pas possible. Il dit, bah, lui, il a dit: «Fuck, bah, je vais le faire». Il y est arrivé et à partir du moment où il est arrivé, dans les 6 mois qui ont suivi, il y a eu 300 personnes. Donc oui, en effet, on se conditionne. Comme on dit souvent aussi, on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc il y a plein de conditionnement mental et le fait de s'exposer et c'est pour ça que j'aime aussi les coachs qui poussent, les athlètes même d'un petit niveau, à aller, tenter une compétition, pourquoi pas pour aller voir, pour s'exposer à ce monde-là et se dire: «Ah ouais, en fait, c'est possible». Rien qu'un truc régional, quoi. Tu vas te rendre compte que même dans ton boui-boui, là, dans ton patelin, il y a des sacrés athlètes qui te cassent la figure, en fait, hein, et qui sont vraiment impressionnants. Donc, ouais, cette ouverture-là, cet état d'esprit très très américain, j'ai envie de dire, hein, aussi, très communautaire, très, ouvert sur l'autre et le club, la communauté et cetera et les compétitions, ça aide à ouvrir l'esprit, et c'est ça qui est l'une des forces du CrossFit, sans doute. Les French, c'est quelque chose d'assez colossal et je pouvais pas ne pas en parler puisque je te reçois. L'organisation d'une compétition internationale, dis-nous tout, de cet événement qui est quand même assez incroyable en France, hein? écoute, je sais pas par où commencer, si ce n'est qu'à la base, comme le French Rodon, c'est quelque chose qui est né, d'une idée, rendons à César ce qui est à César, qui est né de Daniel. Donc OK. Daniel Chaffet qui bosse maintenant pour CrossFit, qui s'occupe du développement à l'international. Pourquoi? Parce que la première année où les box ont commencé un petit peu à se lancer, on avait la chance à l'époque de bosser avec Reebok. Eux qui étaient très pressés de vendre des chaussures et des t-shirts. Donc ils avaient besoin de créer des activations. Et puis, nous, je pense aux premiers garçons, je pense à Johan Gigor, à Albéric, du côté de Toulouse, je pense à Raph et Marvin du côté de Montpellier, je pense à Thierry à Rennes, je pense à Nicolas Delay et Mathieu à Lyon. Bref, il y en avait d'autres. Je vais pas oublier Houssine et j'en passe. Mais bref, les premiers mecs qui avaient ouvert des box, si tu veux, en France, participaient à ces activations parce que, bah, eux aussi derrière avaient envie que leur structure, continue de bien fonctionner. Et donc, dans ces activations, il y avait la création d'une compétition, tu vois, en 2012. Et en 2013, plus rien.
Mais simplement, vu qu'on avait vécu des phases de qualification, une demi-finale, une finale, et que ça avait fédéré quand même un certain nombre de personnes, et puis déjà à l'époque des gens à l'international, bah, du coup, Daniel et puis le reste de l'équipe de CrossFit Lourd s'étaient mis d'accord, il s'est dit, bah, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas finalement de prendre la suite de ça de manière assez, je vais dire presque artificielle, mais se dire, bah, puisqu'on a créé un comportement, faisons de ce comportement une habitude et prenons Mmh. la suite à partir de 2013. Et c'est comme ça qu'est né finalement le French Redone en transition par rapport à cette année-là. Et à partir de là, essentiellement, comme souvent, Dan, il a souvent la vision. Puis après, bah, pour mettre cette vision à exécution, il a les trois mousquetaires, entre autres, je schématise, mais je pense notamment à Julian Festor, qui aujourd'hui s'occupe de CrossFit France, mais qui encore dans l'ombre aujourd'hui s'occupe du French Redone, mais qui l'a véritablement dirigé, notamment de 2015 à 2022, ou 2016 à 2022 peut-être. Bref, après que moi je l'ai dirigé un an et que c'était catastrophique parce que j'étais incapable de tenir un horaire. Mais ça, c'est quelque chose qui ne changera jamais. Et puis après, voilà, d'autres garçons, David Lenouvel avec lequel je travaille, qui était très sur le développement du sport et la prog. Et puis moi qui faisais un peu les choses que j'aime faire, à savoir être avec les mecs, les mains dans le cambouis quand il faut faire du montage, démontage, tu vois, rigoler avec les équipes sur le terrain. Puis après, je me suis retrouvé à partir de 2017 à raconter sur les streams l'histoire, tu vois, du French. Et donc, on est passé d'un stade où concrètement, on avait une kermesse avec plus de personnes sur le floor que de personnes dans les gradins, tu vois, pour être tout à fait franc, à aujourd'hui un événement, ouais, c'est sûr qu'il y a une dimension internationale. Franchement, j'ai pas peur de le dire. Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être hormis les Madrid Championship de cette année, qui apparemment, c'était une compète en termes d'organisation, du moins du point de vue des spectateurs, c'était impressionnant. Sinon, j'ai pas peur de dire qu'aujourd'hui, le French Redone, en dehors de ce qu'ont pu être les régionaux et de ce que seront peut-être les semi-finals organisés par CrossFit cette année, c'est très clairement la plus belle compétition qu'on puisse trouver en Europe. Et je le Super. pense totalement. C'est la plus belle compétition qu'on puisse trouver, celle qui raconte le plus d'histoires, où tu vis le plus de souvenirs. Et c'est aussi l'un des rares events en France qui soit finalement pas focalisé sur les athlètes. J'ai envie de te dire, c'est ça la Mmh. grosse différence. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont capables d'organiser des compétitions d'entraînement fonctionnel ou ce qui pourrait devenir ce qu'on appelle des CrossFit License Events, avec un, avec un horaire qui se tient, avec du matériel qui est bien utilisé, avec une programmation qui est cohérente et avec une sécurité autour de l'athlète qui est cool. Mais c'est malheureusement souvent des compétitions qui racontent peu de choses, sauf Ouais. pour les protagonistes qui chacun vit son aventure, tu vois ce que je veux dire, à l'intérieur. Et c'est très bien, c'est pas du tout une pique. Je dis simplement que le risque peut-être qui est pris par l'équipe du French, c'est de se dire que voilà, si on veut faire avancer aussi bien l'événement, mais aussi le sport de CrossFit pour ceux que ça se passionne, et par voie de conséquence la communauté, c'est de créer des événements dans lesquels on va raconter une histoire, ok, comme une saison de foot. Ok, dans une saison de foot, il y a une histoire pour le podium, pour le mec qui va être relégable, il se passe des trucs, mais il faut à tout prix raconter une histoire, et il faut en faire des événements dans lesquels le spectateur, tu vois, c'est lui finalement, c'est aussi pour lui que tu fais l'événement. C'est-à-dire qu'il vient pour voir les meilleurs athlètes d'Europe qu'on souhaite. Il vient pour voir forcément du spectacle, une compétition qui a du sens. Mais il faut que pour lui aussi, tu vois, le week-end ait du sens et qu'il reparte avec une expérience. Voilà, c'est un peu, ça a toujours été un peu l'objectif, tu vois, de créer des souvenirs à plusieurs strates pour les athlètes, pour les bénévoles, pour les affiliés, pour les spectateurs. Et voilà, et néanmoins, aujourd'hui, bah, le French, c'est un gros événement, mais je tiens à le dire, qui est toujours organisé par les mêmes personnes, en fait, dans l'ombre et à titre gracieux, il faut quand même le souligner. Et pourquoi? Parce que bah, vu que la compétition grandit, et donc plus elle grandit, bah, plus on est obligé de donner. Mais c'est aussi un truc qui, pour nous, dans les gens qui organisent le French depuis longtemps, et il y a des gens qui bossent pour les box du Louvre, mais c'est loin d'être que le cas. Il y a aussi beaucoup de bénévoles qui sont dans plein de box, et là depuis 10 ans avec nous, et j'ai même des bénévoles sur le French qui ne font même pas de CrossFit. Tu vois? Une pote à moi qui s'appelle C'est magique. Taina. Ah, elle fait pas de crossfit, elle fait du volley, elle fait du théâtre, elle fait ce que tu veux. Elle a jamais mis un objet au-dessus de sa tête, ok. Mais elle vient pour voilà, elle vient pour les souvenirs, elle vient pour participer à un truc qui est gros.
Et voilà, et cette organisation, bah là, cette année, on fera les 10 ans, si tu veux tout savoir, du French. Donc, on a à cœur de faire quelque chose de spécial pour les gens qui viendront. Et notre enjeu cette année, si tu veux tout savoir, c'est de faire en sorte que le French Redone soit quelque chose qui anime les box, tu vois, avant même la compétition. C'est-à-dire que c'est la beauté de l'Open, tu vois, de faire quelque chose qui partout dans le monde anime les box. Et bah nous, notamment sur la France, parce que sans être chauvin, c'est quand même un peu chez nous, notre vraie volonté, le vrai enjeu, c'est de se dire, OK, est-ce qu'on va réussir à enthousiasmer les gens, tu vois, lors des phases de qualification, par exemple. Et si on arrive à faire ça, peut-être qu'on aura mérité que les gens se déplacent encore davantage pour venir nous voir. Et donc voilà, donc on va donner et puis on verra si on reçoit derrière. Ouais, c'est une super mission en tout cas, super projet. C'est vrai que pour ceux qui connaissent pas, hein, les Open, c'est un moment de jubilation, mais aussi de comment dire de fébrilité, hein, pour tout le monde. On est tous comme ça, parce que tous les clubs de CrossFit, hein, donc toutes les box, attendent l'entraînement de la semaine que tout le monde dans le monde va faire en même temps. C'est quand même assez incroyable qu'il y ait un sport qui soit arrivé à faire ça d'une synchronicité pareille. Et donc on attend tous, et c'est une période qui dure voilà quelques semaines où on va tous faire ces entraînements-là. Si vous arrivez à faire ça autour de, oui, d'une fédération, ça fédérer tout le monde, toutes les box en France, ça pourrait être en effet magique. Donc ouais, j'ai hâte de voir ça. Donc normalement c'est au mois de mai, si je dis pas de bêtises. Ouais, ce sera sans doute un petit peu plus tôt que ça. Tout va dépendre véritablement des dates définitives, notamment des semi-finals. Ouais. Ok, donc pour la petite histoire, tu as vu CrossFit a décidé de remettre la main complètement sur l'organisation de demi-finales en Amérique du Nord et en Europe. Donc, si tu veux un peu une exclue, qui n'en est pas vraiment une, mais je crois pas que ça ait été dit ailleurs, a priori, ça devrait se faire vraiment à Berlin, de ce que moi j'en sais. Et Ok. donc voilà, en fonction de l'organisation de cet événement-là, sur le reste, en plus, moi je ferai tout pour aller travailler dessus. Mhm. C'est ça qui va jouer sur les dates de qualification, parce que le but quand même, c'est l'Open, c'est génial. Maintenant, c'est bien sur 3 semaines, c'est plus court, mais il faut aussi penser aux honneurs qui sont derrière. Donc, il faut se dire ok, que les mecs ils reprennent, ils reprennent un peu pied, tu vois, parce que et qu'ils soient capables aussi, voilà, de kiffer, parce que de la même manière que tous ces moments sont géniaux, aussi, il faut bien se dire, si tu fais, je sais pas, 3 semaines d'Open, que tu récupères une semaine, puis tu dois repartir sur 3 semaines de French Redone et ci et ça s'enchaîne très très vite. Mais on va essayer de trouver quelque chose qui a du sens un peu pour tout le monde. Et ouais, logiquement, avril-mai, ça devrait être la période. Super, ah, génial. Moi, normalement, je serai de retour du Japon parce que je dois y aller en avril, mais je viendrai avec grand plaisir. Euh, T'as été commentateur pour le CrossFit, hein. Est-ce que t'es plus Nelson Montfort ou Georges Eddy? Tu te rappelles Georges Eddy, celui qui est le commentateur de Canal+, avec un accent américain, pas possible comme ça, qui commentait le basketball? C'est le truc que j'allais te dire, tu vois, je ne connais même pas Georges Eddy, donc ça me laisse pas beaucoup de solutions. Ouais, écoute, tu sais, les commentaires, c'est venu un peu par hasard. C'est venu à partir du moment où on a décidé de faire un stream en Ouais. 2017 sur le French. Euh, Simplement parce qu'on s'est dit, putain, c'est dommage, on a du mal à montrer aux gens ce qu'on fait à grande échelle. Donc peut-être que le stream, c'est la solution. Et puis comme ça, au moins, on pourra peut-être faire regretter une partie des gens de ne pas être venus à la compète. Et puis on s'est rendu compte après que les gens, même qui ne se déplaçaient pas, étaient contents de pouvoir regarder leurs potes, leurs coachs, etc., performer. Et donc ça s'est fait un peu au hasard. Ils avaient juste besoin d'un bonimenteur, tu vois, capable de parler 8 heures sans s'arrêter. Donc je pense que tu as compris qu'ils avaient trouvé le bon client. Et à l'époque, qui était capable potentiellement de faire ça en 2 langues différentes. Parce que je t'explique, en France, on n'a pas de moyens, mais on a des idées pourries. Donc, on ne peut pas avoir 2 streams différents, un en anglais et un en français. Bon, bah écoute, Ellie, je propose que tu parles dans les 2 langues. Comme ça, on va essayer de Et en s'arranger. même temps, oui, Et en même, oui, en même temps, tant qu'à faire. Donc, du coup, ça me met peut-être vraiment définitivement plus dans la case d'un Nelson Montfort. Et voilà, et pour tout dire, Myriam, avec laquelle je travaille souvent quand je fais ce type de travail, 10 minutes avant qu'on prenne le live, elle n'était pas supposée le faire. Simplement, j'avais 2 micros et donc je dis, bah, en fait, tu fais quoi, toi, ce week-end, vraiment? Bon, elle avait des trucs à faire, hein. Mais du coup, je l'ai embarqué avec moi et ça a commencé là-dessus. Donc, sur le French, quelque part, je jouais à domicile. Donc, je t'avouerai que c'est pas comme si, au niveau du choix du mec qui allait faire ce boulot-là, bon, j'étais un peu jugé parti. Donc voilà, on n'a pas lancé un grand casting pour déterminer qui ferait ça. Et puis après, pour les games, ça s'est fait en plusieurs temps, parce que la première fois qu'on a commenté, c'était en 2019. Donc en 2018, moi, je jugeais les élites. Puis en 2019, on a commenté depuis la France. On a réussi à avoir le soutien de Justin Berg
qui est le directeur des games à l'heure actuelle. Et voilà, pour récupérer le flux et le commenter. Et je te dis, je parlais du fait de raconter une histoire. Mais il faut vraiment imaginer, je suis devenu conscient de ça au fur et à mesure de me prêter à l'exercice, si tu veux. Et de se dire, OK, au final, notamment sur des compétitions genre comme le French Rodon, où des fois tu as 20 lignes, et cetera. Malheureusement, tu peux pas filmer tout le monde, tu pourras pas parler de tout le monde, ça s'enchaîne très vite. Qu'est-ce que tu peux faire? Et donc, ce que tu peux faire, c'est déterminer ou créer des enjeux, tu vois? Notamment à partir de la première journée, quand tu vois des tendances un petit peu se créer et voilà et je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire avec, Myriam depuis maintenant 5 ans qu'on fait ça, bientôt 6 parce qu'en fait finalement le temps passe et c'est un jeu que j'apprécie assez et aussi parce qu'en toute transparence, je me suis rendu compte, heu, ça fait mal à mon ego ça, mais qu'en fait pour donner parfois un message qui est ce que moi j'estime être le bon message vis-à-vis de CrossFit, mener les bons combats et cetera et ben, en fait, des fois, il vaut mieux faire 3 jours de live, tu vois, pour commenter les CrossFit Games dans un container aux États-Unis, qu'arpenter les routes de France et d'Europe pendant 5 ans chaque week-end en parlant à des communautés d'entraîneurs. Parce qu'en fait, dans ces moments-là, tu touches dans un temps très restreint beaucoup de monde et donc finalement, je te dis, c'est un outil très puissant. En fait, on se rend pas compte et je me dis, nous, dans un tout petit microcosme, tu vois? Enfin, je veux dire, moi, quand je fais un live sur les CrossFit Games en français, une fois que mes tantes, elles ont fini de regarder, il y a plus grand monde, tu vois, sur le stream et déjà, c'est puissant et Ouais. ça nous a permis de toucher beaucoup de monde donc voilà, donc tu dis: «Putain, les gens qui sont dans le domaine des médias à une plus grande échelle», tu réalises, ah oui, effectivement, ils ont entre les mains l'anneau de pouvoir, charge à eux de pas en faire n'importe quoi et donc voilà, mais ça reste très plaisant et très passionnant parce que tu es focus, tu vois, dans la compète et intellectuellement, c'est assez prenant aussi. Parce que tu veux rien manquer, tu veux analyser, tu veux regarder les données, tu veux être pertinent, tu veux pas dire de conneries et j'en dis quelques-unes parfois et donc voilà. Donc non, c'est un super truc. Ah ouais, ça doit être une bonne, responsabilité en effet d'être, au micro, seul, enfin seul Mmh. non, vous êtes, Non, plusieurs, non, mais Myriam, elle fout pas grand-chose, tu as raison, hein, je suis voilà, disons-le, disons-le. tu gères tout, mais impressionnant en tout cas, chapeau, hein, parce que autant d'heures, même si c'est tes passions, même si, tu le fais avec vraiment le cœur et il y a l'énergie derrière, ça doit être sacrément épuisant. Bravo, et en effet, c'est un grand pouvoir donc avec de grandes responsabilités comme dirait un certain Spider-Man, mais ouais, c'est, Attention, très impressionnant. c'est pas Spider-Man qui dit ça, c'est son C'est nom. son nom, oncle, Benny? Oncle Ben, ouais, Oncle Ben. Ben, c'est ça. Ouais, c'est bon, on est bon. T'inquiète pas, la pop culture, elle arrive juste derrière. En toute dernière question, ça c'est l'avant-dernière question. Tu as parlé du fait, de transmettre et d'impacter les foules. Ouais. Heu, Au-delà d'être un coach, au-delà d'être dans les box, au-delà d'être commentateur, tu as quand même aussi un podcast, le Shaker Show. Et de donner des formations, puisque voilà, on va te faire venir avec Samy, notamment dans notre box, pardon, dans le sud, dans les Hautes-Pyrénées. Donc, tu formes des coachs, tu transmets aussi sur Internet. Ce besoin-là de transmettre, tu l'as eu très rapidement ou c'est quelque chose qui est arrivé sur le tard? Bah, en fait, je pense que c'est un truc que j'ai souvent, enfin, j'ai eu quelques fois l'occasion d'en parler. On se construit tous de manière un peu différente, si tu veux et je te parlais tout à l'heure des arts martiaux, de ce genre de trucs. Moi, vraiment, je pense que les gens que je considère le plus comme étant mes pères d'adoption, si tu veux, c'est mes profs de karaté. C'est le Donc sensei, ouais. exactement. Ça aurait pu m'emmener dans plein de directions différentes parce que j'en ai un qui était un ancien de la Légion étrangère, j'en ai un qui était marabout, j'en ai créé dans les chantiers, j'en ai un qui était fiché au grand banditisme. Bon bref, ça aurait pu faire plein de trucs. Ça aurait pu donner un drôle de mélange et finalement, je me suis rendu compte plus tard que c'était, l'enseignement, tu vois, finalement, qui m'avait prodigué et que dès que j'ai eu les opportunités, de me mettre dans des positions où je pouvais transmettre à mon tour et bah, du coup, je les ai prises, tu vois? Et chez moi, ça a démarré à 16-17 ans quand je donnais le dernier cours de karaté qui durait, de 20h30 à 21h45. Donc tu as bien compris que personne n'avait envie de le donner. Donc voilà, mais imagine, hein, à 17 ans, tu diriges un cours, on t'a donné les clés du dojo. Enfin, je veux dire, c'est un truc assez ouf et puis finalement, c'est resté une constante et je crois que c'est venu assez tôt et puis à côté de ça,
ouais, ça se voit peut-être pas ou j'ai peut-être mis longtemps avant de l'assumer, mais malgré le fait que j'ai fait des boulots, assez rudes et assez durs, pas plus durs qu'un autre, hein, mais dans le sens, l'environnement dans lequel tu travailles. En fait, j'ai un gros côté de moi qui est un peu artiste, tu vois, sur les bords. Donc, je dessine pas mal, voilà, j'aime bien écrire et cetera. J'aime bien faire rigoler. Je sais pas si tu auras remarqué, mais de temps en temps. Et je crois qu'à un moment donné, j'ai du mal, moi, si tu veux, à garder ce genre de truc, enfermé. Et Ça donc, bouillonne. Mmh. ouais, voilà. Et donc, des fois, je l'ai déjà dit, je vais pas toujours au bout des projets, malheureusement. Mais dès que je vois une fenêtre de tir, je me dis, ok, vas-y, j'y vais et je vais expérimenter ça. Et donc, au bout d'un moment, ça s'est transféré dans l'idée de coacher. Puis ensuite, on m'a donné l'opportunité de montrer de quoi je pouvais être capable et du coup de me recruter en tant que formateur pour CrossFit. Et le Shaker Show, finalement, c'était ma volonté aussi parce que commençait à avoir des voix qui commençaient à monter un peu en France et qui disaient des choses autour de la discipline, des choses qui parfois étaient sensées, des choses qui parfois, moi, ne faisaient pour moi pas trop de sens. Mais je me suis dit, c'est vrai qu'il y a un espace, et ça, c'est notamment en 2018 que j'ai commencé à raisonner comme ça, quand Greg Glassman, il a complètement arrêté le service média de chez CrossFit, qu'à l'époque, il a fait renvoyer beaucoup de gens, des gens qui, pour certains, retravaillent pour CrossFit aujourd'hui, simplement en disant, voilà, et la manière dont il l'a fait, il l'a dit à plusieurs reprises, il dit, bah, quelque part, si on garde pas l'hégémonie sur les podcasts autour du CrossFit, sur les vidéos autour du CrossFit, ça va aider d'autres personnes peut-être à prendre le pas localement. Et il y a des gens qui ont fait des grandes réussites économiques, du moins, en prenant ce relais et grand bien leur face. Et je me suis dit, OK, donc ça veut dire que finalement, il y a un espace de parole, que Mmh. cet espace de parole, finalement, bah, le fondateur de la méthode a dit qu'on pouvait plus ou moins le prendre. Et bah, allons-y. Et allons-y, parce que de toute manière, au bout d'un moment, bah, tu vois, si toi, tu fais pas ce que tu fais, c'est un autre qui va le faire, tu vois. Et peut-être moins bien, ou peut-être pas avec, tu vois, les mêmes motivations, etc. Et donc, avec des choses de qualité parfois un peu inégales, bah, je me suis dit, OK, bah, on va faire un peu de vidéo, on va faire un peu de podcast. Le podcast audio, si vous êtes passionné d'un truc, les gars, je vous recommande parce que, non, mais ça coûte pas cher, tu vois. Si tu investis 500 balles de ta poche, tu peux vraiment avoir un rendu, tu vois, de bonne qualité, faire des bêtes de trucs. Et puis la création d'un site internet aussi qui s'appelle All Out, allout.space, sur lequel maintenant, avec d'autres personnes en plus, il n'y a pas que moi, on publie des petits billets très confidentiels, tu vois, des fois sur les compétitions, des fois sur l'entraînement. Par exemple, pour les adaptifs, j'écris des articles avec une copine à moi qui s'appelle Meg, que je salue au passage. Et je pense simplement, voilà, l'idée, c'est en fait de trouver le plus de vecteurs possible pour pousser un message, un peu biaisé sans doute, hein, parce que si c'est moi et des gens avec qui je m'entends qui l'écrivons ou qui le dirigeons, ça va dans un truc. Mais l'idée du Shaker Show, c'était un peu voilà, de faire un truc sérieux sans se prendre au sérieux. C'est un shaker, ça se secoue, ça se boit vite fait, t'oublies. En termes de goût, c'est un peu douteux. Tu vois, Qu'on a en oui, décor là. ça m'a Il a touché. des gouttes rouges, c'est un peu bizarre. Tu vois, donc mais il y avait un peu tu vois, ces trucs-là de dire voilà, c'est pas, je prétends pas publier du contenu qui va révolutionner la préparation physique. Je prétends pas, j'essaie non plus de pas, et des fois peut-être que ça me dessert, mais pas être dans la putacliquerie, d'avoir Mmh. envie justement de partager que des sujets polémiques, parce qu'en fait, dans cette partie-là de ma vie, tu vois, la polémique m'intéresse peu, très franchement. Et du coup, c'est dommage parce que c'est pas de la bonne télé, tu vois. Si tu veux faire des trucs intéressants, des fois, il faut que ça se cartonne un peu. Ah, c'est un pote à moi qui m'a dit ça. Il a peut-être pas tort. Mais En donc tout cas, des voilà. choses populaires, mais peut-être que Hein? c'est pas en tout cas des choses qui populaires, mais peut-être que c'est pas le Ouais. but de faire des choses populaires, Je tant que me c'est suis vraiment dit que, véritablement toi. ouais, ce que je dis souvent, c'est qu'au travers de ces projets-là, déjà, la chance que j'ai, c'est que je bosse avec les gens avec qui j'ai envie de bosser. Et ça, c'est déjà cool. Et puis je me dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est souvent, c'est pas forcément de toucher beaucoup de personnes, même si un jour ça le devient, c'est cool, mais c'est de toucher les bonnes personnes. Mmh mh. Et très franchement, je pense que c'est un peu ce qui se passe, une nouvelle fois avec mon tout petit niveau. Et ouais, je pense que tu l'auras compris, j'ai un peu ce truc-là qui me dépasse, d'avoir toujours envie de, voilà, de faire plein de trucs. Et tu vois, j'ai ma to-do list, tu vois, qui est là. Ah oui. Check, Et check, pas check. ouais, ouais, comme ça. Arrêtez de faire des listes, merde!
On raye, ouais, exactement. On raye, on recommence, mais c'est kiffant en même temps, tu vois? On n'a qu'une vie. Toi, je sais que tu as l'air d'avoir aussi un parcours un peu, iconoclaste et Mmh. voilà, au bout d'un moment, on y va, quoi, c'est tout. Mmh. Ouais, bien sûr, tant que c'est animé par le cœur. Heu, Écoute, c'était un plaisir que de partager tout ça, ton parcours et ta vision des choses. On sent, hein, je pense, la passion, mais aussi une certaine philosophie qui inspire, tout ton cheminement et c'est ça qui est le plus inspirant, selon moi, hein. La philosophie et pas la popularité, donc je pense que je te rejoins sur le fait de faire des choses avec le cœur, non pas en se disant: «Est-ce que ça va marcher?» mais comme une philosophie que j'aime beaucoup, le stoïcisme. En beau stoïcien, c'est: «Si j'ai touché une personne, ça me suffit. Une seule personne, ça me suffit». C'est pas le but de toucher tout le monde. Donc merci beaucoup pour cette philosophie-là et comme petit bonus pour se terminer, on va faire un as fast as possible. Oh! Donc le truc, c'est de répondre le plus vite possible. OK. Mais tu as le droit quand même de donner une raison. Je te pose une question, tu as le droit de dire: «Je te dis ça parce que», voilà, mais le but quand même, c'est d'aller relativement Bien. vite. OK? Allons-y dans la spontanéité. Hem, Chocolatine ou pain au chocolat? Non, celle-là, c'est bonus, c'est juste pour s'échauffer, tu vois? C'est l'échauffement. Chocolatine, rendons aux Bordelais ce qui leur appartient. Waouh! OK, punaise, je commence très, très fort. D'accord, ça commence à piquer. OK, let's go. Imom ou AMRAP? AMRAP, le hammam pour moi, c'est un moyen de se cacher de l'intensité. OK. Deadlift ou back squat? En ce moment, back squat parce que j'ai des problèmes de genoux, problèmes de dos et je reconstruis ma capacité à squatter et j'aimerais dépasser le challenge des 1000 pounds de Rogue d'ici la fin de l'année. Oh génial, super. Star Wars ou Dragon Ball? Ouh! Ça, c'est dur ça. Ça, c'est dur. Je pense que ouais, Star Wars parce que je reste un fan indéfectible de Piccolo. C'est mon personnage préféré. Star Wars parce que tu aimes Piccolo? Ou Non, non, j'ai Dragon pardon, pardon, Dragon Ball Z parce que je crois que Piccolo, c'est mon personnage préféré. Ball? OK, très, très bon choix. Matt Fraser ou Froning? Rich Froning, raison numéro 1, c'est que contrairement à Fraser, j'ai eu l'occasion vraiment de le rencontrer et de parler un peu avec lui, donc au moins, mon opinion, elle est basée sur une petite expérience. Super. Ton podcast ou ta chaîne YouTube, favorite? Celle que voilà, la première chaîne d'infos, s'il y a une nouvelle vidéo, un nouveau contenu, tu vas aller le consommer tout de suite. Alors, il y a 2 trucs, dans les podcasts que je regarde, sur YouTube en tout cas, que je regarde quasiment systématiquement, il y a 2 trucs. Je regarde ce que fait Greg MMA, Mmh parce mh. que pour tout te dire, j'aimerais être capable de reproduire le même type de concept dans le monde du CrossFit. C'est ce que OK. j'ai essayé de faire il y a une semaine ou 2. Et ensuite, je regarde tout ce qui concerne, les analyses sur le cinéma. Donc, Mmh. ça me fait kiffer. Il y a plein de Joe Blow, machin, il y a plein de trucs. Et sinon, mon podcast que j'écoute tout le temps, cherche pas, c'est Joe Rogan. Je reste un Ah gros fan, oui, de la base, c'est sûr. Dumbbell ou kettlebell? dumbbell, parce que c'est un peu galère pour faire les biceps curls, les kettlebells. Hem, Tu peux plus faire de CrossFit. Quel sport tu ferais? Demain, si je peux plus faire de CrossFit, je retourne à la boxe thaïlandaise à 1000. OK. Une anecdote, positive, vraiment un truc, qui était vraiment marrant, la première à laquelle tu penses dans le monde du CrossFit, que tu as vécu? Je raconte tout le temps mon meilleur souvenir de CrossFit, c'est ma première participation en tant que juge aux régionaux en 2016 ou en 2017, plus Mmh dire mh. de bêtises. Je suis déjà le petit protégé d'un ou 2 potes à moi qui sont sur la compète. On bosse, on fait la première journée avec d'autres bénévoles. Au moment où tout le monde se casse, j'ai Rob Lawson, qui est l'un des organisateurs du Rogue Invitational aujourd'hui, qui m'attrape par le bras et me dit: «Eli, attends un petit peu parce que c'est maintenant que ça va commencer». Moi, je comprends pas et 10 minutes après que tout le monde soit parti, on va sur le floor de compétition et à côté de moi, il y a mon pote Rob, il y a Adrian Bozeman que je rencontre pour la première fois, il y a peut-être à l'époque Chuck Carswell qui est l'un des entraîneurs les plus célèbres du monde du CrossFit, il y a Rory McKernan, le commentateur et en fait, je me retrouve à m'entraîner, avec eux, sur le floor de compétition et voilà et c'est Adrian Bozeman qui donne le WOD. À la fin, il relève les scaling, il relève les notes et cetera et franchement, c'est mon meilleur souvenir de CrossFit. Super. Merci pour ce partage. Hem, une anecdote négative, même si avec le passage du temps, toutes les anecdotes sont bonnes, mais un truc, tu vois, où ça a été sur le moment, c'était: «Oh punaise, on là, c'est une tuile». Bah, le tweet de Glassman.
Pas tant son tweet d'ailleurs que ce qui s'en est suivi. Je pense que ça a été Ouais, dur pour beaucoup d'entre nous et ouais. heu et surtout je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quand il est question d'argent, heu, soit tu es autour de la table, soit tu es au menu, quoi et en l'occurrence, là, je pense qu'on s'est rendu compte qu'au-delà de la communauté, dans tout ce qui concerne le sport professionnel, OK, autour de CrossFit, il y avait quand même de sacrés jeux de pouvoir et ça a pas révélé que des jolies choses chez les uns, selon moi. Mmh, mmh, c'est sûr. Tu as dit que, tu es artiste, tu aimes dessiner, je l'ai entendu dans une interview aussi, de toi sur une autre chaîne. Ton artiste, ton illustrateur ou ton peintre, peu importe, favori? Ah, il y a un paquet de mecs, il y a un mec qui s'appelle, Michael Turner, qui est décédé d'un cancer, qui écrivait des mangas, pas qui Ouais. écrivait des mangas, des comics, pardon, qui est un mec que j'ai beaucoup regardé son travail quand j'étais plus jeune et j'aurais vraiment rêvé avoir, un quart de son talent Mmh. et dans le tatouage, il y a un tatoueur japonais qui s'appelle Shige Mmh mh. qui, fait juste des pièces absolument magnifiques, des kimonos, hein, comme on dit et ils sont fous, ils sont fous. Tu veux qu'on aille le voir? On va au Japon, on va voir Shige, on le Ah ouais, rencontre. ce serait dingue. Ouais, ça, je pense que ce serait vraiment dingue. OK, je note. Assaut bike ou burpees? Burpee, au moins, tu peux OK. toujours en faire, quoi. La formation que tu souhaites faire? Formation que j'aimerais faire moi? Ouais. Ça, c'est une bonne question. Franchement, je pense que j'aimerais aller à Westside, si je devais choisir un truc. Ah ouais, OK. Ouais, ouais, c'est-à-dire, aller aller m'entraîner à comprendre un peu mieux les mécanismes de la force, Mmh avec mh. des mecs qui, en plus, je veux dire, sont partis tellement loin dans leurs recherches Ouais. qu'ils ont fait, écoute, chacun comprendra ce qu'il voudra dans cette phrase, tout ce qu'ils avaient besoin de faire pour aller jusque-là et puis parfois en sont revenus ou pas Mmh et mh. je pense que c'est très, très intéressant d'aller travailler avec les mecs de chez Westside. Mmh. Ouais, sans doute, ça c'est clair. Un livre sur, soit la préparation physique, soit le sport, soit le crossfit, mais dans ce milieu-là, un livre qui t'a impacté? Qui m'a marqué. Franchement, je peux faire cette recommandation, je l'ai faite plusieurs fois. C'est pas en lien direct avec, la méthodologie CrossFit, mais c'est en tout cas quelque chose qui anime les membres du séminaire staff, donc les gens qui font mon métier. C'est un bouquin qui s'appelle Legacy, OK, sur les All Blacks et qu'est-ce qu'ils Mmh. font que ces gens-là, pour le maillot qu'ils portent, comme nous on porte le t-shirt rouge, sont capables à tous les de beaucoup de sacrifices ou en tout cas veulent protéger le jersey et le rendre à la génération suivante dans une meilleure position qu'ils ne l'ont reçu eux-mêmes et je pense que ça, c'est un bouquin que vous pouvez lire, notamment si vous êtes owner dans une salle, pour essayer peut-être de développer un l'éthos qui vous intéresse auprès de vos entraîneurs. C'est une lecture qui est facile, qui est intéressante, je recommande 1000 fois. Super. Un livre qui n'a pas à voir avec le sport, avec le crossfit et cetera, que tu recommandes? Et bien, c'est un bouquin, toi, je pense que peut-être tu l'as lu. C'est un bouquin qui s'appelle, La guerre de l'art. OK? La C'est un jeu guerre de de mots, l'art. La Mmh. guerre de l'art, c'est un jeu de mots avec l'art de la guerre. Je Ouais. recommande encore plus celui-là parce qu'il est tout petit. Donc ça fera pas mal à la tête et en fait, ça vient essayer de décortiquer ou de décrypter, l'attitude de la personne qui, souvent en elle, sait qu'elle a un talent ou Mmh mh. sait qu'elle aimerait se donner les moyens, d'explorer, telle ou telle voie, dans sa vie et qui en fait ne le fait jamais. Alors Mmh. que le mec d'à côté, lui, va monter sur scène, va devenir un athlète professionnel, va devenir un artiste, va faire ce que tu veux et en fait, donc c'est un bouquin dans lequel il y a 2 concepts à comprendre. Le premier concept, c'est que donc ce qui t'empêche de passer à l'acte, c'est ce qu'on appelle une résistance. OK, il faut vaincre la résistance et on a plein de raisons de pas avoir envie de passer à l'acte dans les vies qu'on mène et ensuite le second enseignement de ce bouquin, c'est de se dire que quoi que tu fasses, tu as envie de le faire avec la démarche d'un professionnel. Donc, tu Mmh. vois, aujourd'hui, tu m'accueilles sur ta chaîne, tu le fais d'une manière carrée, on a pris un rendez-vous, et cetera. C'est peut-être pas ton métier, mais ou du moins ce qui te fait vivre, mais tu l'as fait d'une manière professionnelle et c'est ce qui te permettra ou qui te permet peut-être déjà de faire que ce que tu fais, tu le fais bien, tellement bien que peut-être ça va avoir une dimension artistique et Mmh. je crois que c'est un super bouquin. Ouais. Super bouquin. Super, super conseil. Hem, tu as la capacité, voilà, je te donne des pouvoirs magiques, créer l'athlète ultime. OK. Qu'est-ce que tu mélanges? Tu as le droit de citer des noms,
de personnes ou bien des disciplines. Tu vois, tu prends le joueur de football américain, tu le croises avec un gymnaste, etc. Ou bien tu dis, je croise un tel avec un tel. Ok. Hem, bah, je crois que dans la mentalité, j'irais chercher le mindset d'un Mike Tyson lorsqu'il avait vraiment 15-16 ans. Ok. C'est-à-dire, quelqu'un d'un petit peu fragile, mais qu'on a réussi à transcender, à orienter dans la bonne décision, enfin dans la bonne direction. Je pense que c'est très important pour un athlète d'être capable d'avoir la main mise sur son esprit, comme ça lui, il exécute, tu vois, à l'instant T. Après, je pense que j'essaierai, d'y mettre aussi un peu du relâchement apparent, tu vois, d'un Usain Bolt. C'est-à-dire Mhm. qu'Usain Bolt est toujours passé pour le mec cool, alors Ouais. que c'est sûr qu'il est pas cool. J'ai rencontré aussi Oui, une fois un gars très gentil. c'est possible. Je veux dire que pour une vidéo de lui en train de faire ça, tu vas avoir une vidéo de lui qui gerbe à l'entraînement. Donc, Ouais. j'aime ce côté-là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le mec, il était toujours resté simple et en même temps, il allait loin dans son entraînement. Mhm. Et ensuite, bah, j'aimerais mettre dedans, je pense le talent naturel pour recentrer un peu sur le CrossFit. J'aimerais mettre le talent naturel, et l'éthique de travail d'un Willy Georges. Mhm. J'aimerais mettre la recherche de pureté du mouvement d'un André Houdet. Si un jour tu as l'occasion de lui parler, tu verras, c'est quelqu'un, très méthodique qui recherche toujours le beau geste et j'aimerais et je crois que j'aimerais aussi, mettre dedans l'énergie d'une Carole Castellani, tu Mhm. vois? Ou le côté un peu pétillant de Métis Grénéron, tu vois? Que je cite souvent ces derniers temps. C'est-à-dire qu'en même temps, voilà, faire des choses où les gens aussi ils restent frais, tu vois? Ouais. Dans l'approche et je pense que si tu arrives à faire ça, ouais, tu as moyen d'avoir un bel athlète. C'est pas mal, Franchement. ouais. On fera un montage photo pour voir à quoi ça ressemble. Euh, la dernière, café ou shaker? Café. Malgré Et tout, malgré tout café et tu vois, là, c'est déjà peut-être mon 5e ou mon 6e café. C'est l'honneur de CrossFit Silver qui a filé ça à Mélodie quand elle est passée, dans sa box faire un stage et donc voilà et du coup, c'est un cadeau pour moi et merci. Donc ouais, café 1000 fois. C'est la excellent. poli c'est la police, hein. Bon, Ellie, merci beaucoup pour ton temps. On s'est fait 1 heure et demie là, c'est passé très très vite parce que c'était très intéressant. Où est-ce qu'on se retrouve sur les réseaux? C'est quoi? C'est le Shaker Show? Dis-moi tout. Bah, ça dépend si vous supportez pas le son de ma voix, vous allez pas m'écouter sur, Sur Spotify, All Out? ni iTunes, voilà. Si vous supportez pas ce que j'écris, vous allez pas sur allout.space, parce que c'est là que je vais caler, mes articles et Ok. si c'est même physique, que mon visage vous indispose, dans ce cas, il faut pas regarder, ni le French Rodon, ni les games et ne pas chercher à passer votre L1 ou à accueillir quelqu'un dans votre box pour essayer d'expérimenter des choses autour du coaching. Et à l'inverse, bah, vous avez compris que si vous avez envie de m'entendre, de me voir ou de me rencontrer, bah, tous ces biais-là sont possibles. Super. Bon, tous les liens seront en description de la vidéo, évidemment, pour ceux qui veulent aller découvrir ton travail. Merci encore infiniment pour ton temps et j'espère à très vite. Plaisir partagé, Pierre. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.